Alexandre Dubé. Bon, ça allait bien, là. C'était plus tranquille en Iran. Quelques nuits sans frappe. Le président américain qui avait fait toutes sortes de déclarations, notamment, qui disait « Oui, les Iraniens nous ont supplié d'arrêter de les bombarder pour qu'on puisse négocier. » Alors là, regain d'espoir, un énième regain d'espoir dans ce conflit qui ne finit plus de finir. Par contre, les dernières nouvelles sont un peu moins bonnes. Georges Mercier est analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Bon, là, les Iraniens auraient essayé de frapper des forces américaines, mais ça aurait été intercepté par l'armée. Ouais, écoute, immense surprise. Comme tu le disais, on avait une pause dans les hostilités et voilà que ça reprend. Voilà que ça reprend de la part de qui? Des Iraniens, parce que ce sont eux qui auraient tenté de frapper une base militaire américaine en Jordanie. Les missiles auraient été interceptés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Américains, plutôt de refrapper le territoire iranien, auraient frappé avec l'Arabie Saoudite, c'est aussi significatif, des milices alignées à l'Iran en Irak. Donc, on tente quand même de garder les hostilités plus basses qu'elles ne l'ont été jusqu'à vendredi dernier, peut-être pour permettre à une forme de diplomatie. Peut-être que ce que les Iraniens ont tenté de faire hier, c'est que vous avez eu cette rencontre-là avec Benjamin Netanyahou qu'on dit positive et productive. Peut-être qu'ils ont voulu tester un peu ce qui s'était dit entre le président américain et le premier ministre israélien, parce qu'on sait que leurs intérêts ne sont pas les mêmes ici. Et donc, en lançant une attaque, ils voulaient voir si les deux leaders avaient préparé une possible nouvelle offensive contre l'Iran, ou si au contraire, la volonté américaine de baisser les hostilités pour laisser de la place aux discussions qui n'aboutissent pas pour l'instant, était réelle. Bon, on a quand même vu notamment une désescalade au niveau du prix du baril de pétrole. Là. Ça avait redépassé la barre des 100 $ dans les derniers jours. Cette semaine, on sent que ça redescend. On n'a pas encore nécessairement le contre-coup à la pompe. On est très vite pour monter le prix à la pompe. Là. C'est comme instantané. Là. Même si, par exemple, ceux qui se transigent sur les marchés, entre autres au niveau du Brent, c'est pour des contrats qui sont quand même pas imminents. Là. C'est pas le contrat de... C'est pas le baril qui va arriver demain là, dans votre station-service. En m'en venant, on est à peu près autour d'1,93 $. Bon, dans ce contexte-là, tu l'as effleuré, mais je veux qu'on l'approfondisse un peu plus. Vraiment, là, c'était un vrai carrousel hier à la Maison-Blanche. Là. Il y avait beaucoup de visites, à commencer par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On se souviendra de la relation très tendue entre Trump et lui. Trump l'a même, à un moment donné, ramassé là, publiquement dans les médias, tu sais... Est-ce que tu qualifies la rencontre d'hier de productive, de succès? Est-ce que tu penses que les deux sont un petit peu plus sur la même longueur d'onde? Je pense que la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël, c'est peut-être un des seuls pays de la planète où si un politicien peut prouver qu'il s'entend bien avec Donald Trump, ça lui donne une prime dans les sondages. Parce que la société israélienne est située dans une région du monde où vous avez beaucoup de pays hostiles autour. Vous avez besoin du gardien américain. Et donc, si un premier ministre israélien peut se présenter devant les Israéliens et dire « Regardez, je m'entends bien avec le président américain », c'est une bonne chose pour ce politicien-là. Benjamin Netanyahou avait besoin de conserver son image de bonne entente avec Trump, l'image sur laquelle il avait d'ailleurs bâti une partie de sa stature politique dans les dernières années. Donc lui, il arrivait là-bas pour essentiellement consolider l'opération de relations publiques pour les Israéliens. Maintenant, de cette rencontre-là, pas beaucoup de détails ont fuité. On nous dit du côté de la Maison-Blanche qu'elle a été productive et positive. En langage diplomatique, ce que ça veut souvent dire, ça, c'est que c'était pas extraordinaire, qu'il y a des désaccords de fond, mais qu'on ne veut pas les étaler sur la place publique. On les maquille un peu. On les maquille. Parce que je le disais hier, puis les données fondamentales demeurent les mêmes. Les ambitions israéliennes par rapport à l'Iran ne sont pas les mêmes que les ambitions américaines. Les Américains, aujourd'hui, ce qu'ils veulent vraiment, là, c'est que le trafic reprenne dans le détroit de Hormuz, le nucléaire, on en parlera éventuellement, mais ne me parlez surtout pas du programme de missiles balistiques des Iraniens ou du soutien aux milices. Pour Israël, c'est ça le nerf de la guerre. Le problème pour Israël, c'est pas nécessairement que les Iraniens aient une bombe nucléaire, parce qu'Israël est un État nucléaire, donc il y a quand même une forme de mutually assured destruction ici. Le vrai problème, c'est la capacité de l'Iran à déstabiliser la région. Et ça, du côté américain, on s'en occupe moins en ce moment. Ce sur quoi on se serait entendu hier, toutefois, c'est que du côté israélien, on va suivre les Américains. Ils n'attaqueraient l'Iran que s'ils étaient attaqués par les Iraniens. Donc, on donne le leadership à Donald Trump. Benjamin Netanyahou lui a dit, écoute, je te suis tant et aussi longtemps que les intérêts de mon pays ne sont pas directement frappés. Donc, la dynamique, elle est très inégalitaire ici. Là. Vous avez un premier ministre israélien qui, pour conserver le soutien du président américain, dit essentiellement, je suis ton leadership. Donc, voilà à peu près où on en est. Mais, Georges, on a eu même l'impression, dans ce conflit-là, qu'au début, c'était le contraire.
C'est Trump qui suivait Bibi dans son histoire, là. Et ça, c'est un méchant problème pour le premier ministre israélien dans un contexte où les attitudes des Américains par rapport à Israël se sont considérablement refroidies. Et les États-Unis donnent plusieurs milliards de dollars d'aide militaire à Israël par année. Israël a besoin du soutien des États-Unis. C'est le partenaire mineur dans ce partenariat-là. Et il y avait une perception qui était de plus en plus consolidée, selon laquelle, notamment au sein de la droite aux États-Unis, les Israéliens auraient manipulé le président américain à rentrer en guerre, dans une guerre qui ne fonctionne pas du tout selon leurs vœux. Donc, il fallait quand même que Netanyahou arrive à corriger cette perception-là. S'il se positionne comme celui qui obéit à Donald Trump, qui suit le président américain, ben, c'est plus facile de répliquer aux accusations de manipulation. Un phénomène intéressant, sur la photo qui a été publiée, on voit le chef d'état-major américain, Dan Kane, qui était durant la réunion. Peut-être qu'ils ont parlé d'options militaires, peut-être que Donald Trump a fait savoir à Netanyahou que, écoutez, des options militaires pour reprendre les escalades, nous n'en avons plus. Et si le chef d'état-major est là, ça donne plus de crédibilité à cette discussion-là. On sait que le président américain aime être du côté des gagnants. Hein? Ça, il nous l'a prouvé à de multiples reprises. Est-ce que, dans ton esprit, ça change un petit peu aussi sa relation avec Volodymyr Zelensky, là? Parce qu'il avait, à une certaine époque, très mal été reçu dans le bureau ovale, où là, Trump lui disait « T'as pas les bonnes cartes en main pour faire ton fendant ici, là, je le paraphrase. » Il avait déroulé le tapis rouge à son opposant Vladimir Poutine lors d'un sommet en Alaska. Est-ce que là, le momentum a encore changé de côté et davantage derrière les Ukrainiens et ça teinte la relation avec Zelensky aujourd'hui? Manifestement, ça va de mieux en mieux entre les deux hommes. Non pas seulement parce que le président ukrainien peut se présenter, non pas comme un gagnant, mais au moins comme quelqu'un à l'offensive, mais aussi parce qu'il a peut-être appris à parler à Donald Trump, il fait preuve de plus de gratitude. Et on sait combien au départ, le problème du président américain, c'est qu'il jugeait que les Ukrainiens étaient ingrats, essentiellement qu'il attirait les Américains dans une guerre. Deux signaux assez forts hier que ça va bien. On avait parlé ensemble de ce fameux accord pour que les Ukrainiens puissent produire des intercepteurs patriotes sur le territoire ukrainien. Mais ils ont continué à en parler hier et Zelensky a rencontré des hauts placés de Lockheed Martin, qui est la grande compagnie américaine qui produit ça. Donc, si on va de l'avant là-dessus, c'est très significatif. Ça montre qu'on fait confiance aux Ukrainiens de plus en plus du côté de la Maison-Blanche. Deuxième élément assez intéressant, là, on a annoncé que Steve Witkoff et Jared Kushner, ces deux apprentis sorciers de la diplomatie auxquels Trump fait beaucoup confiance, iraient se rendre en Ukraine pour la première fois. Et ça, c'est intéressant parce que où est-ce qu'ils étaient rendus avant? À Moscou, parce que par le passé, on pensait vraiment du côté américain que le problème dans la guerre en Iran, entre l'Ukraine et la Russie, c'était les Ukrainiens. Là, c'est les Ukrainiens, donc on allait à Moscou. Là, si on pense qu'on peut se rendre en Ukraine, ça veut dire qu'on pense que les Russes ont peut-être des problèmes aussi. Signe que ça débloque, s'il envoie Trump ses deux émissaires de confiance là-bas, c'est que manifestement, il change de plus en plus son fusil d'épaule. Mais là, il y a un projet de loi qui pourrait éventuellement lier les deux conflits. Oui, c'est le Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran 2026 Bill. Ce qui est intéressant avec ça, c'est un projet qui se prépare depuis longtemps au Sénat américain. Là, on a passé une étape procédurale pour qu'il puisse aller de l'avant. C'est pas encore fait loi. C'est une loi qui permettrait au président américain, puis c'est là que ça devient intéressant, d'imposer des droits de douane jusqu'à 100% aux pays qui importent beaucoup d'énergie russe. Le but derrière, c'est quoi? Ben, c'est de continuer à étrangler l'économie russe, à accroître les douleurs économiques là-bas pour amener Vladimir Poutine à la table de négociation. C'est quoi le problème avec ça, d'après toi, Alexandre? Ben, c'est qu'on a un président américain qui fouille dans toutes les lois aux États-Unis pour se donner une justification pour mettre des tarifs selon son bon vouloir. On était rendu à la loi de 1930 là, pour nous. Là. C'est ça. Et là, la grosse crainte du côté des démocrates, c'est comment le projet est écrit jusqu'à maintenant. Trump pourrait s'en servir pour imposer des droits de douane à d'autres pays ou pour se servir des droits de douane comme une arme de négociation. Et la crainte, elle est là. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a un projet de loi qui, objectivement, là, pourrait aider les intérêts américains en permettant d'augmenter la pression sur la Russie. Et on est réticent à le faire loi parce qu'on a peur du président. On se méfie de sa capacité lui-même à ne pas le détourner de ses fins. On verra comment ça va se produire lorsque la Chambre va l'examiner en septembre. La Chambre des représentants n'est pas encore en session. Mais c'est quand même fascinant. Moi, ça me fascine de voir que la géopolitique américaine est contrainte par le manque de confiance qu'on a envers le président. On se dit, on a peur de te donner cet outil-là parce que tu pourrais l'utiliser à tort. C'est assez symptomatique de notre époque en 2026. Merci, Georges. Merci.